Éric Zemmour, pour le débat politique, c'est une tradition de cette émission. Alors du coup, on va un peu ranger. J'espère que Thierry ne va pas nous en vouloir de lui redonner ses noisettes gâtées par les insectes. Éric Zemmour, fondateur et président de Reconquête et ancien candidat à la présidentielle et qui publie « La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien ». Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Soyez le bienvenu. L'Église a fait les rois ont fait la nation a fait la République, la France sans le christianisme n'est plus la France. Voilà pour l'essentiel de votre livre, mais je crois que ça a un rapport indirect avec le sujet sur lequel vous souhaitez interpeller Raphaël Glucksmann ce soir. Quand David Pujadas m'a demandé de venir débattre avec vous, et qu'on a un peu établi les sujets, vous savez comment ça se passe, la question de l'identité s'est imposée assez vite. Et d'ailleurs, j'ai vu et écouté dans vos débats qu'elle est revenue régulièrement, même si vous avez tenté de l'éviter à chaque fois, mais on va en reparler. Et quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis souvenu d'une phrase que vous devez connaître, certainement, qui est la suivante. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens beaucoup plus chez moi culturellement, ça vous plaît pas cette phrase, mais c'est de vous, que quand je me rends en Picardie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, vous disiez après que vous le regrettiez et que c'était ça qui était difficile, etc. J'ai écouté votre phrase entièrement parce que je ne fais pas aux autres ce qu'on m'a fait pendant toute la campagne présidentielle, de prendre une phrase et de la couper au milieu. Je vais vous dire, en fait, cette phrase vous résume. Et je peux vous dire que ces 3 heures d'émission ne m'ont pas fait changer d'avis. Et ce qui est amusant, c'est que vous dites, vous parlez de la Picardie. D'ailleurs, vous en avez reparlé ce soir incidemment. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la Picardie. Je trouve que oui. Très bien. Donc, vous savez que la Picardie... c'est cette terre à proximité de la Belgique où est née plus ou moins la France, où les Francs sont rentrés, le vase de Soissons, c'est la Picardie, où toutes ces cathédrales sont innombrables, Soissons, Amiens, etc., vous connaissez. Et la Picardie, si on remonte le temps, c'est aussi le château de Chantilly, où ce grand dîner où Louis XIV était reçu et où Vatel se tuait parce que les poissons n'étaient pas arrivés. Et puis enfin, la Picardie, c'est la bataille de la Somme pendant la guerre 14, tous ces milliers de morts et toutes ces guerres avec l'Allemagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en un mot, en une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je ne vous le permets mais c'est pas grave. Et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde a changé. Alors que nous avons eu 40, des... Comment ? Dans les années 40 ? Bah oui. Lesquelles ? 1840 ou 1740 ? Non, 1900. 1940 ? Ah, vous voulez dire quand on a perdu la guerre ? Vous savez, moi... de crimes contre l'humanité. Sans doute que j'aurais été... c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en général, mes interlocuteurs attendent un peu avant de me sortir Vichy, parce qu'ils se sentent en difficulté. Bon, alors attendez. Est-ce que vous pouvez terminer votre tirade ? Mais je termine ma phrase. En fait, vous êtes le fils de votre père, évidemment, mais on le regrettait André Glucksmann, et de votre mère aussi, évidemment. Mais vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même. Et vous êtes... L'identité des peuples vous intéresse quand ce n'est pas l'identité française. C'est sûr que l'Ukraine vous intéresse, la Géorgie vous intéresse. En fait, vous êtes de ces... Vous savez... je finis ma phrase. Je finis ma phrase et je le laisse parler, promis. Vous savez, Rousseau avait une très belle phrase. Il disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui cherchent des devoirs qu'ils dédaignent auprès des siens, tel philosophe aime les Tartares, vous connaissez la suite, on aurait pu dire les Ukrainiens, pour être dispensé d'aimer ses voisins. » Alors, monsieur Zemmour, je vais vous dire. Déjà,
c'est pas anodin de débattre avec vous, puisque vous êtes un multirécidiviste. Vous êtes condamné pour injure raciale, pour incitation à la haine religieuse et à la haine raciale. Et mes amis, mais moi je vous ai laissé faire votre tirade d'insultes. Mais je vous ai pas insulté du tout. Donc mes amis me disaient, mais pourquoi accepter de débattre? Je vais vous le dire. Parce que je veux vous combattre partout. Vous, vos amis, Marine Le Pen, Éric Ciotti, vos amis d'extrême droite. Et je veux vous reprendre le drapeau tricolore des mains. Et c'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur que vous faites sur moi, monsieur Zemmour. La France ne vous appartient pas. Ah non, vous n'allez pas. C'est moi qui appartiens à la France. Vous n'allez pas conquérir ce pays parce qu'en fait, vous ne l'aimez pas. La vérité, vous vous trompez complètement sur moi. S'il y a un patriote à cette table, ce n'est pas vous, c'est moi. Vous avez et moi, je veux défendre la France patriote ukrainien ou géorgien? Attendez, laissez-le parler, s'il vous plaît. Je veux défendre la France telle qu'elle est, pas telle que vous la fantasmez. Vous fantasmez une France qui n'a en fait quasiment jamais existé. Vous citez Joseph de Maistre, par exemple, en exemple. Vous êtes du côté de ceux qui sont allés à Saint-Pétersbourg, comme Joseph de Maistre, parce que la France faisait la révolution, monsieur. Vous êtes totalement écœuré à chaque fois que la France rayonne. Le dernier exemple, 85% des Français qui admirent le fait qu'on accueille la terre entière pour faire les Jeux Olympiques, qu'on a une cérémonie d'ouverture, vous trouvez ça écœurant, abject. À chaque fois que cette France-là réussit, parce qu'elle ne correspond pas à vos fantasmes, cela vous dégoûte. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous vous réjouissez, monsieur, du succès de ses adversaires. Vous avez dit que vous vouliez être, vous, un mini-Poutine français, que vous aviez de l'admiration pour Vladimir Poutine, l'homme qui s'attaque aux intérêts stratégiques de notre pays. Vous avez une admiration sans borne parce qu'il fait des milices anti-migrants pour M. Orban. Mais M. Orban, aujourd'hui, au service de la Chine, va contribuer à la destruction de notre industrie automobile et à la fermeture de nos usines. Vous avez de l'admiration pour M. Vance et M. Trump, qui sont hostiles aux intérêts de la France et qui passent leur temps à insulter notre pays. La vérité, monsieur, c'est que vous êtes au service d'une tyrannie étrangère. Vous êtes au service d'une idéologie. Vous êtes au service d'une internationale d'extrême droite, mais vous n'êtes absolument pas au service de la France réelle. Et moi, je vais vous le dire, votre force, elle a été constituée parce que nous, les progressistes, la gauche, on a été aphone pendant trop longtemps sur ce qu'était la France. Mais là, on va parler de la France. On va raconter la France. Une France, vous vous rendez compte, vous êtes même contre... Parce que moi, j'ai lu Éric Zemmour. Donc, vous êtes contre l'édit de Nantes. Mais si, vous êtes pour la révocation de l'édit de Nantes. J'ai une pensée un peu plus subtile que ça. Mais vous êtes un théoricien de la guerre civile en France. Depuis les vraies guerres de religion jusqu'à celles que vous allez fantasmer maintenant. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous dites des mots qui sont inacceptables. Vous dites l'islamisation, c'est comme le Covid, c'est un virus moral, ce que vous dites. Mmh. Et moi, vous savez à qui vous m'avez fait penser quand j'ai lu ça? Eh bien, aux prédicateurs islamistes que j'ai étudiés en Algérie. Ils disaient la même chose, ils disaient la France est un virus moral. Alors, vous pensez comme eux. Réponse peut-être Vous d'Éric êtes Zemmour. profondément étranger à tout ce qui a fait la grandeur de la France. Alors, dialoguer, Poutine, Orban, Vance, que répondez-vous, Éric Zemmour? D'abord, tout simplement, vous êtes désormais une des incarnations de la social-démocratie, ou ce qu'il en reste en France. Donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une internationale socialiste. Et qu'il y a des partis socialistes, français, allemands, anglais, qui pensent à peu près la même chose, en tout cas qui ont les mêmes idées, le même fond idéologique, et qui pourtant défendent les intérêts de leur pays, la souveraineté de leur pays. On a même vu les Français, les socialistes français et les socialistes allemands se faire la guerre en 1914. Donc, avoir les mêmes idées, le même substrat idéologique
que d'autres en Occident. Je n'ai pas dans mon international des gens qui font la guerre à la France. Je peux répondre ? Vous avez dans votre international des gens qui sont forcément hostiles à la France. Mais je suis désolé, chaque pays défend ses intérêts. Monsieur Trump, lui, défend ses intérêts. Monsieur Orban, que vous avez cité, défend ses intérêts et défend son pays contre l'invasion musulmane. Les usines, elles sont allemandes depuis 40 ans, monsieur Gruber. Quand il invite la Chine, vous savez ce que c'est il a toutes ces usines allemandes de l'industrie automobile allemande depuis 40 ans. Ça vous dit quelque chose, ce mot BYD? Est-ce que je peux répondre? Répondez à cette question. Ça vous dit quelque chose, BYD? Vous savez ce que c'est, BYD? Dites-moi. C'est le leader chinois de l'automobile électrique. Orban vient de les inviter pour contourner l'ensemble de nos... Mais vous allez voir quand Renault va fermer ses usines... Attends, écoutez-moi. Si Renault ferme, c'est d'abord à cause de nos charges sociales. Il n'y a plus beaucoup d'usines en France. Et deuxièmement, monsieur Glucksmann, à cause de la réglementation ridicule que vous avez soutenue pour imposer le moteur électrique partout en 2035. C'est ça qui a tué les BYD, c'est de la voiture électrique. Et je sais, mais parce que les Chinois avaient de l'avance. Et vous n'avez pas compris que nous, notre avance, c'était sur le moteur thermique. Et donc il fallait les bloquer à la frontière. Oui, il fallait les bloquer. Et c'est ce que Orban a empêché l'Europe de faire. Il ne fallait pas imposer en 2035 le moteur électrique, monsieur. Mais voilà. Tout simplement, moi, je ne vous ai pas coupé, donc laissez-moi parler. Parce que sur l'identité, Éric Zemmour, ce que vous dit Raphaël Glucksmann, c'est quand la France affiche des motifs de fierté comme les Jeux Olympiques, vous n'arrivez pas à vous en réjouir. Je n'ai pas critiqué les Jeux Olympiques. Ah bon? Non. J'ai critiqué la cérémonie d'inauguration, que j'ai trouvée vulgaire. Qui a plu à 80% des Français. Tant mieux pour eux. Oui, mais est-ce que j'ai le droit de ne pas être dans les 80%? À chaque fois. Non, pas à chaque fois. Non, à chaque fois, ça désolé. Deuxièmement, quand vous dites, excusez-moi, à la France que j'ai fantasmé. Monsieur vous a très bien répondu tout à l'heure, le monsieur de Liévin. Nous ne vivons pas une immigration comme l'immigration italienne ou d'autres. Nous vivons une invasion migratoire. Nous y avons une civilisation qui est en train de nous remplacer. Ça, c'est la réalité. L'islam est une civilisation. L'islam est une religion. Mais vous auriez dit la même chose des protestants, vous auriez dit la même chose des Italiens, vous auriez dit la même chose à chaque fois. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous le dites encore dans vos livres? Est-ce que vous arrêtez de me prêter des... Vous jugez que les protestants étaient des agents allemands pour déstabiliser la France? Les agents anglais. Anglais et allemands. Ne dites pas n'importe quoi. Ah oui, donc c'était des agents étrangers. Les protestants étaient liés à l'Angleterre et ils essayaient de faire changer la politique. Au moins, on peut vous reconnaître une constance dans la lecture de l'histoire de France. Je me reconnais une constante, c'est que d'abord, moi, j'essaye de comprendre l'histoire de France et je comprends une chose. Et vous devriez lire, par exemple, le dernier livre du grand historien Brodel, qui est mort tout de suite après, dans les années 80, qui s'appelle L'identité de la France, et qui explique que le drame de la France, c'est justement une excessive diversité. Et que cette excessive diversité l'a poussé à des guerres de religion, à des affrontements, à des révolutions. Et vous et les vôtres, vous et vos pères, AIRS et ERES, ont favorisé cette extrême diversité avec l'invasion islamique. Et vous continuez. Vous nous dites tout à l'heure, j'ai bien ri. Je viens vous laisser parler, mais peut-être à un moment, je finis. Vous m'avez bien fait rire, je vous ai écouté tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, on a besoin d'immigrés pour travailler ». Est-ce que vous savez, on vous a donné les chiffres, je crois, sur 430 000 immigrés légaux, est-ce que vous savez combien viennent pour travailler? Je sais pas, ça doit être... 50 000. Ça fait même pas 10%. Ouais. Les autres viennent pour se faire soigner, parce qu'ils sont les enfants, les grands-mères, les parents, parce qu'ils sont des étudiants, pour la plupart bidons, et qui font leurs études en je ne sais pas combien d'années. Donc, tous ces gens-là, on n'en a pas besoin. Ils vivent à nos crochets. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. On va faire une France où il n'y aura plus d'étudiants. La diversité. Vous avez dit quelque chose qui était... La diversité est une source d'équilibre, extrêmement intéressant. De bonheur. Vous avez dit que le problème de la France, c'est que depuis l'origine, elle souffrait d'une trop grande diversité. Absolument. Eh bien, vous savez ce qu'a fait la grandeur de la France, monsieur Zemmour? C'est précisément d'avoir été libre parce qu'elle était diverse. Vous connaissez le roman de Renard, qui a été le moment fondateur de la France. C'est la première fois qu'on avait un texte qui était lu partout dans tous les pays. La France s'était identifiée à ce renard, qui était inclassable, qui n'était ni un chien, ni un loup, qui avait une diversité. Vous aimez classer les pays en disant ce pays-là, à la manière de Carl Schmitt que vous citez, ce pays-là,
qui était un théoricien nazi pour ceux qui ne savaient pas, ce pays-là, oui mais c'est vrai, ce pays-là est terrien, ce pays-là est maritime. L'immense problème de la France pour Carl Schmitt et pour vous, c'est qu'en fait on ne sait pas trop si elle est terrienne et maritime, puisqu'elle est à la fois terrienne et maritime. La France est-elle un pays du Nord ou du Sud? Non, non, laissez-moi. Revenons à aujourd'hui peut-être, Raphaël Glucksmann. La France est-elle un pays du Nord ou un pays du Sud? On ne sait pas, son identité est trop diverse et multiple. Et vous savez quoi? Pourquoi on a fait la République, monsieur Zemmour? Cette République que vous n'aimez pas. Pourquoi? Pourquoi? Non, non, pourquoi? Parce que justement, nous sommes les héritiers de cette diversité, que le fait qu'on ait une identité qui n'est pas univoque, c'est ce qui nous a rendus libres, c'est ce qui nous a permis d'inventer l'humanisme, c'est ce qui a donné Rabelais, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a permis d'être la nation des Lumières, c'est ce qui nous a permis d'être la nation de la Révolution, c'est ce qui nous a permis d'abolir les privilèges, c'est ce qui nous a permis de dire que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit, c'est ce qui nous a permis de rayonner dans le monde. Pardon de vous ramener à aujourd'hui, Raphaël Glucksmann. On peut parler. Vous avez décidé tant que je n'ai pas fini. Attendez, s'il vous plaît. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation qui a un destin. Mais moi, vous voyez, je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui... En Hongrie, votre frère serait milliardaire. Je ne sais pas si votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. En Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections libres. Laissez-le terminer. Attendez, on va pas couper les micros. C'est indigne, vous vous en moquez de ces gens que j'ai cités. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Je vous autorise pas à dire ça. Vous ne m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non, là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Arrêtez. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est-elle... Quand on me Raphaël Glucksmann, la diversité... Arrêtez. Non, parce que vous êtes... La diversité est-elle toujours heureuse? Voilà pour mais la diversité, c'est un problème. La diversité, c'est une chance. Laissez-le parler. Laissez-le parler. La diversité, c'est tout. La diversité, c'est un problème, une chance, une opportunité, c'est quelque chose à construire. Une société, comme une société républicaine, monsieur, ça se construit. C'est pas naturel, on construit. Mais le problème, c'est qu'en France, on a abandonné cette construction de la République et que du coup, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'archipélisation. Mais vous, ce que vous dites, ce que vous prenez est l'antithèse de ça. C'est l'antithèse de cette intégration. C'est l'antithèse parce qu'en fait, vous expliquez que des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, n'ont pas vocation à rentrer dans cet ensemble qu'est la France. Monsieur Glucksmann. Et c'est ça. Vous avez dit... le problème. Attends, il vous répond. Il vous a laissé parler. La République, pardonnez-moi, c'est la loi et l'assimilation. Ce n'est pas l'intégration. En République... Sous la Troisième République, la dame qui était voilée, là, avec le hijab... Qui est toujours là. Bonjour, madame. Elle l'est toujours. Sous la Troisième République, cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Et n'aurait pas eu le droit non plus de travailler. Parce que je vous dis, c'est ça la République. Cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir dans la rue, mais... La République, c'est l'assimilation. Chacun son tour. Ça veut dire que dans la République, monsieur Glucksmann, excusez-moi, dans la République, les religions n'ont pas le droit de s'afficher dans l'espace public et donc dans la rue. Ça, c'est la République et c'est l'assimilation. Puisque vous parlez de la République. Et quand je vous parlais de la diversité, tous les pouvoirs depuis 1000 ans, que ça soit la monarchie, que ça soit l'Empire, que ça soit la République, ont justement été obsédés par cette diversité qui pouvait détruire le pays, et ils ont essayé de rassembler et de faire ressembler par l'assimilation et souvent par la force. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Réponse de Raphaël Glucksmann. Attendez, je vous en prie. La République n'aurait pas accepté
qu'une femme voilée se promène dans la rue? Absolument. Et sur quoi vous... Et même, je vais vous dire Non, sur mais quoi. C'est très simple. C'était pas une question. Oubliez, je vous pose même pas de question. En fait. Vous pouvez pas dire ça. Si je le dis, Mais c'est ça. Laissez Raphaël Glucksmann vous répondre. vous expliquez que donc dans la Troisième République, Oui. il y aurait eu la police pour aller enlever. Il n'y aurait pas eu la police. Cette dame n'aurait même pas osé. Mais Il y avait des religieuses dans la rue sous la Troisième République. C'est des professionnels de la religion, mais c'est le christianisme. Le christianisme, comme je le dis dans mon livre, a fait la France. Ce n'est pas le cas de l'islam. Donc, Ce quel n'est est pas le le cas. rapport ? Je vais vous expliquer. Puisque vous parlez de la Révolution. Mais monsieur, Vous parlez, je vais vous dire, vous parlez de la Révolution française. Moi, je vais vous dire. À la Révolution française, il y a un monsieur qui se lève à l'Assemblée nationale en 1989 et qui s'appelle le comte de Clermont-Tonnerre. Oui, je connais. Et on parle, vous connaissez bien sûr, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, j'en ai pour une minute. mais Vous connaissez le début, mais les gens ne le connaissent pas forcément. Monsieur Clermont-Tonnerre fait un grand discours sur l'émancipation des Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je donne tout aux Juifs en tant qu'individu, et je donne rien en tant que peuple. » Et ensuite, il continue. Ouais. Il dit « On me dit qu'ils ne veulent pas être citoyens. Dans ce cas-là, qu'on les bannisse. Ok, donc qu'on les bannisse. est-ce que je ça peux veut parler dire maintenant ? La remigration. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Je vous et en vous prie. n'allez pas m'interrompre. Je vous interromps pas. Cette femme dont vous avez parlé, elle n'a rien demandé en tant que nation. Si. Non. Si. Mais non. Donc vous ne laissez Laissez-le pas parler. parler. Elle n'a rien demandé en tant Laissez-le que parler. nation. Elle n'a rien demandé en tant que nation. Elle a dit même qu'elle voulait être citoyenne, qu'elle était citoyenne. Donc en fait, ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'en gros, la Troisième République aurait interdit à une femme voilée de marcher dans la rue, Oui. et que par contre, elle aurait autorisé une bonne sœur à marcher dans la rue parce que c'est le christianisme. Absolument. Ok. D'ailleurs, il y a eu des discussions pour savoir si on c'est- autorisait les curés en soutane ou pas. Vous voyez, oui. il y a eu des discussions à la Chambre des députés. Il y a eu des discussions. Et ça a failli être interdit. La laïcité, mais ça ne m'étonne pas que vous ne la compreniez pas, la laïcité, en fait. C'est vous qui la comprenez. Mais non. La laïcité, c'est le produit... Moi, j'ai lu vos textes sur les guerres de religion. Vous défendez les ligues catholiques. Je ne défends pas les ligues catholiques. Si, contre les protestants. mais pas Et du vous, tout. et il y a Comprenez pas ce que j'ai écrit. Alors. Il y a un parti que vous oubliez totalement qui s'appelait le Parti des politiques. Non, je ne l'oublie pas du tout. Michel de l'Hospital, je suis désolé. Je ne l'oublie pas du tout. Si, c'est ce qui a donné ensuite la laïcité. C'est cette capacité, c'est l'affirmation je vous de écoute. l'État Je vous écoute. contre des définitions complètement univoques et réductrices de l'identité. C'est la définition de l'État et progressivement d'une société qui va produire la laïcité. Et la laïcité, Monsieur Zemmour, c'est ce que vous ne comprenez absolument pas. La laïcité, elle va regarder les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. Elle va poser des règles. Et à la fin, vous, la seule chose que vous faites, c'est que vous jugez les gens sur ce qu'ils sont, pas sur ce qu'ils font. Et finalement, je vous dis, vraiment, vous avez un point commun massif. J'ai compris. Avec les prédicateurs islamistes. On a compris. Et c'est pas un C'est hasard. stupide, mais c'est pas que grave, vous on a compris. exprimiez une forme de respect pour les djihadistes. Parce que, parce qu'en fait, vous avez un rapport au monde très proche. Vous ne voulez qu'une chose. C'est un affrontement généralisé entre deux identités que vous définissez vous-même, sans les connaître, comme étant parfaitement univoques. Et le résultat, vous allez voir, c'est que la France est bien plus forte que ça. Et que vous ne l'emporterez pas. Et que nous allons reprendre le métier à tisser de la France républicaine. Je vais vous dire deux choses. Et que vous serez en train d'écrire des livres à Saint-Pétersbourg, comme votre modèle Joseph de Metz, au service de Laissez-le terminer, Éric Zemmour. au service de Vladimir Poutine, de Donald Trump, de Viktor Orban, Écoutez-moi, et de c'est tous vous ces qui êtes adversaires allé de au la service France. D'un dictateur géorgien. On en a parlé. Aujourd'hui Vous ne en le prison. traitez pas Alors de moi, je dictateur. suis pas au service. Je suis pas au service de Poutine, moi. Quand vous défendiez l'invasion de la Géorgie, l'invasion de l'Ukraine, quand vous défendiez l'invasion de la Crimée, vous étiez au service de l'OTAN. Non, moi je luttais pour aider la résistance des Géorgiens contre la Russie Vous étiez au poutinienne. service de l'OTAN et vous étiez au service du président Et c'est vous. géorgien. Moi aujourd'hui, aujourd'hui, moi je défends la souveraineté européenne, par exemple, d'accord ? Et je suis rapporteur sur les questions de défense. Je réserve les fonds européens aux productions européennes. Et qui vote contre
les textes comme cela, parce que ça ennuie le lobby militaro-industriel américain. C'est l'extrême droite que vous représentez, monsieur Zemmour. C'est monsieur Orban, c'est vos députés au Parlement européen, alors que les Français sont les premiers bénéficiaires de ces fonds. Mais si, la vérité, c'est que vous êtes un idéologue. L'industrie française sera morte, parce que la Commission européenne aidera l'industrie allemande. Mais non, nous sommes les premiers bénéficiaires. En Europe, personne. Vous devriez être content, monsieur Zelensky vient d'en acheter 100. Avec quel argent? Avec le nôtre. Avec l'argent russe? Non, avec le nôtre. Bon, je reviens à notre discussion. Mais oui, on va La discussion, la question en quelque sorte, c'était la France devrait-elle renoncer à ce qu'elle est, et notamment à sa laïcité acquise de haute lutte en 1905, selon vous? Pas du tout. Justement, mais je ne suis pas d'accord avec la définition de la laïcité. D'abord, M. Glucksmann confond le produit des guerres de religion, ce n'est pas la laïcité, c'est la monarchie absolue. J'ai dit le parti des politiques. Oui, ça a donné la monarchie absolue avec Henri IV, puis Louis XIV. 2. La laïcité, qu'est-ce que c'est? La laïcité, c'est une arme de guerre contre le christianisme. C'est Gambetta qui dit « le cléricalisme voilà l'ennemi ». C'est le député socialiste Viviani qui dit « nous avons éteint des lumières dans le ciel qui ne se rallumeront plus ». La République a fait la guerre au christianisme. C'est tout le problème aujourd'hui. C'est que nous avons une société tellement déchristianisée qu'elle est absolument sans défense contre cette invasion et cette colonisation islamique. Parce que quand vous dites la demoiselle veut être citoyenne, non. Elle utilise la liberté individuelle. Peut-être, alors dans ce cas, il faudrait lui donner la parole. Mais je débattrai volontiers avec elle une prochaine fois. C'est pas mon problème. Mais j'ai écouté, je vous ai écouté, vous devriez être content. Donc, non, elle utilise la liberté que permet la société française pour la retourner au service de la colonisation islamique. C'est une stratégie qu'ont mise au point les frères musulmans. Ils appellent ça, vous savez, l'islamisation de la connaissance. Mais c'est pas grave, vous lirez les livres de Madame Florent Bergeau-Blaclair et vous comprendrez ce que je dis. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Parce que c'est vrai qu'on parle d'elle à la troisième personne depuis tout à l'heure. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Pardon, j'ai pas entendu. Je ne vous permets pas du tout de me dire que j'utilise quoi que ce soit. Vous mélangez absolument tout. Vous aussi, vous voulez m'interdire de parler et de dire ce que je veux? Je n'interdis rien du tout. Mais c'est normal, en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Bon, c'est ce que vous dites, pas la réalité et surtout pas la mienne. Ben, c'est pas grave. Elle a une conscience individuelle, elle a le droit de s'exprimer et on n'a pas le droit de parler en son nom et de l'inscrire dans un projet. Et vous êtes l'idiot utile de l'islamisation. Mais arrêtez, mais moi en plus... Ce n'est pas une insulte, c'est un mot que vous connaissez, c'est Lénine. S'il y en a... Attendez. S'il y a une personne qui connaît les textes des idéologues islamistes, qui a vu le résultat... Moi j'étais à Bentala en Algérie et j'ai vu le résultat du terrorisme islamiste. J'ai parlé avec ces victimes. J'ai travaillé dans une rédaction où il y avait les portraits des journalistes morts, assassinés par les islamistes. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait, dans ma salle de rédaction, des gens qui risquaient leur peau pour dénoncer l'islamisme. Et vous savez quoi? Ces gens, ils étaient musulmans. Donc en fait, moi, je fais la différence entre islam et islamiste, idéologie islamiste. Et donc vous voyez un musulman et vous êtes sûr que ce musulman est un soldat au service d'un projet idéologico-théologico-politique. Bah si, parce que là... Théologico-politique, oui. Là, oui, là si vous avez parlé à la place d'une dame qui ne se sent pas faire partie d'un projet de colonisation. Mais vous savez, Raymond Aron disait l'homme fait l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire qu'il fait. Laissez terminer. Oui, laissez madame, terminer. peut-être, elle est de bonne foi, elle peut être de bonne foi, mais il n'empêche que oui, elle fait partie d'un projet de conquête, d'ailleurs qui est écrit dans le Coran, et qui est la conquête des terres des infidèles par l'islam. Et en s'affichant ainsi avec un voile, elle dit à tout le monde, regardez, la France devient islamique. C'est tout à fait le projet de l'islam, c'est écrit dans le Coran. Quand Raphaël Glucksmann vous dit, en Algérie, dans cette rédaction, c'était des musulmans qui se battaient contre les islamistes et qui mouraient et qui en payaient le prix de leur vie. Vous avez tout à fait raison. Il y a toujours eu... de faire une double tirade, en fait. Non, mais il y a toujours eu des guerres entre musulmans. C'est ce qu'ils appellent eux-mêmes la fitna. Parce que, évidemment, il y a des affrontements tout à fait légitimes entre musulmans. Mais après, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 20 ans que j'annonce ce que vous avez décrit dans votre sondage. Plus de 50% des jeunes musulmans qui pensent que la charia est supérieure aux lois de la République. C'est la République, ça, Glucksmann? Les 50% de femmes voilées, des jeunes de moins de 25 ans, c'est la République? C'est exactement ce que j'annonçais il y a 20 ans.
Voilà. Au début, on m'a dit c'est une folie, ça n'arrivera jamais. Et aujourd'hui, ça arrive. Et dans 10 ans et dans 20 ans, nos filles devront être voilées parce qu'il y aura une majorité démographique musulmane et donc nos filles devront se soumettre ou partir. C'est déjà ce qui se passe grâce à des gens comme Raphaël Glucksmann. Non, mais je vais vous donner grâce à des gens comme vous. Bon, écoutez, il répond. Moi, je vais vous donner un scénario bien plus probable. Et on arrive vers le terme de ce débat. Un scénario bien plus probable parce que je veux bien que vous m'expliquiez qu'il y ait une invasion, une colonisation, une armée, que Madame là est à 2 doigts de prendre le pouvoir dans notre pays Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le vrai risque, c'est qu'il y ait une bascule qui s'opère effectivement dans notre nation. Le vrai risque, c'est que notre nation cesse d'être fidèle à ce qu'elle a quasiment toujours été, une terre de liberté, une terre de conquête de droits. Oui. Ça vous fait rire parce que vous n'y avez jamais cru. Non, mais pas du tout. Mais moi, j'explique dans mon livre que la liberté naît de l'individu chrétien. Bon. Et que c'est l'islam qui va tuer la liberté européenne. Je ne vous autorise plus à m'interrompre. À partir de maintenant, vous ne m'interrompez plus. Laissez-le parler, Éric Zemmour, s'il vous plaît. Raphaël Glucksmann. Le scénario le bien plus probable, Monsieur Zemmour, c'est que vous et vos amis risquez de prendre le pouvoir. Et que ce que ça signifierait, ça serait la bascule de la France très loin de son histoire démocratique, qu'on basculerait dans le camp des tyrannies. Monsieur Zemmour, il y a beaucoup plus de risques, oui, monsieur Zemmour, il y a beaucoup plus de risques pour qu'une invasion de la Russie nous oblige à envoyer des hommes français au front que pour que Madame conquiert l'Élysée, vous savez. Et moi, je sais, monsieur Zemmour, que dans cette confrontation-là, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes contre les intérêts de la France. Quand les hackers russes attaquent l'hôpital de Corbeil-Essonnes, quand ils attaquent l'hôpital de Versailles, quand ils s'en prennent à notre chaîne de valeur, à nos industries, à nos PME qui produisent des armes, eh bien vous, monsieur, vous applaudissez Vladimir Poutine par conviction idéologique, parce que vous êtes en fait le larbin, monsieur Zemmour, vous êtes le larbin des Vents, vous êtes le larbin de Poutine. Mais si vous avez professé votre admiration pour eux, vous êtes au service du... Non, vous ne défendez pas la France. Je n'ai pas été payé par un autre président. On ne va pas repartir tous en même temps. Monsieur Glucksmann, vous n'êtes pas au service de la France. Vous n'êtes pas au service de la France. Je suis au service que de la France, moi. Non. Dernière intervention et conclusion. De l'Ukraine ou de la Géorgie, je suis au service que de la France. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, pour l'instant, écoutez-moi, je vois des faits. Je vais vous répondre exactement à ce que vous venez de dire. Je vois des faits. Ce que je vois, c'est que ce n'est pas des soldats russes qui tuent nos enfants. Ce n'est pas un soldat russe qui a tué Philippine. Ce n'est pas un soldat russe qui a tué Thomas. Donc ceux qui meurent aujourd'hui, ce sont des jeunes Français qui sont tués par des racailles islamiques. C'est tout ce que je vois. Pour l'instant, la menace, c'est cela. La menace, c'est ce sondage. Avec des racailles islamistes ? Oui, bien sûr, islamiques. Ce sont des racailles islamiques. Ils tuent au nom d'Allah. Vous m'excusez, ils disent Allah est grand et ils tuent. À Crépol ? À Crépol, ils disent on va tuer du blanc et on va tuer du français. C'est la même chose, c'est du djihad. C'est exactement la même chose. Pas religieux, c'est pas religieux. Mais si, comprenez que en islam, la religion, c'est une nation. En vérité, tout le problème est là. C'est que l'islam est un pays. C'est pour ça que je vous citais Clermont-Tonnerre tout à l'heure. Et c'est tout le problème d'ailleurs pour les musulmans. Je le reconnais volontiers. Le drame, c'est cela. Et qu'on est en train de payer aujourd'hui. On voit ce sondage. On voit toute une jeunesse musulmane qui, contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, ne fait plus l'effort d'essayer de comprendre la société française parce qu'en général, ils la détestent et qu'ils se replient sur une religion qui est en vérité un pays. Et pardon, Éric Zemmour, de vous interrompre, mais Erin, on peut penser ce qu'on veut de son voile, mais tout à l'heure, elle nous disait « je voudrais travailler à l'école, je voudrais travailler à l'hôpital ». Elle n'en a pas le droit parce que c'est la laïcité et ça a été rappelé clairement, mais elle ne manifeste pas une volonté de se séparer. Elle manifeste une volonté de prendre sa place dans la société française. Mais si elle veut prendre sa place dans la société française, elle peut enlever son voile, il n'y a aucun problème. Et elle sera accueillie les bras ouverts. Bon, déjà, je trouve que la conclusion de Raphaël Glucksmann, c'est vous qui avez entamé, c'est lui qui conclut. Quelqu'un qui est là, qui est une personne qui peut parler, qui a parlé, avec laquelle on a eu un échange, et de la prendre comme un objet de cette manière. Objet, là. Je suis prêt, je ne vais pas prendre de votre temps de parole pour débattre avec mademoiselle. Mais je suis prêt à débattre avec mademoiselle, j'ai aucun problème.
Monsieur Zemmour, je n'ai aucune faiblesse sur l'islamisme, sur l'idéologie islamiste. Et ce n'est pas une idéologie. Mais c'est toute la différence. Vous, votre obsession de l'islam, est telle que vous pensez que c'est votre seul problème. Pas du tout. Bah si. Parce que, au nom de votre lutte contre l'islam, malgré vos similitudes avec les prédicateurs islamistes, vous avez la même vision de l'identité, bien sûr. Bah oui, mais j'espère bien. J'espère aussi qu'ils compareront les phrases des uns et des autres. Et, eh bien, vous êtes prêts à zapper tous les autres problèmes de la société. Et vous êtes prêts à vous allier à la Chine de Xi Jinping, à Viktor Orban, à Vladimir Poutine, à Donald Trump. Vous êtes prêts à tous aborder. En fait, vous n'aimez pas la France, vous aimez votre propre obsession, vous aimez votre fantasme de ce que la France aurait dû être et ce que malheureusement pour vous, elle n'a jamais été, elle n'a jamais ressemblé à ce que vous voulez qu'elle soit. Dans les années 60. Mais je vais vous là, Monsieur Glucksmann, vous n'étiez pas né. Je vous avoue, je suis plus jeune que oui, vous. Bah oui. Donc ne parlez pas de ce que vous n'avez pas connu. Moi, j'ai connu une France qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Que ça vous plaise ou non. Monsieur Zemmour, la France, elle a toujours changé et les gens dans votre style ont toujours condamné l'époque dans laquelle ils vivaient. Moi, voilà, je vais vous dire une chose. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui réussisse. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui produise son propre destin. Moi, je veux que la France telle qu'elle existe aujourd'hui devienne autonome, puisse choisir son destin et qu'elle ait un grand destin, Monsieur Zemmour. Mais c'est des mots, ça. Mais non, ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des mots, Monsieur Zemmour. Ce ne sont pas des mots, ce sont des décisions politiques de revitaliser l'école, d'investir dans les services publics, de faire en sorte qu'on ait des politiques commerciales qui favorisent nos propres productions. C'est pas des mots, c'est des usines qui ouvrent ou qui ferment. Allez, dites ça à vos amis de la Commission européenne et à vos amis de gauche. Mais moi, je me bats pour un souverainisme industriel européen. C'est la conclusion de Raphaël Glucksmann. Depuis des années. Et je vais vous dire une chose. On n'est pas loin d'être d'accord là-dessus. Au moins, voyez, on termine sur un. Nous n'avons aucun point d'accord parce qu'au Parlement européen, vous refusez même cela. Vous refusez cela à chaque fois parce que vous ne voulez pas donner plus de pouvoir à l'Europe, parce que votre obsession anti-européenne vous conduit à sacrifier les industries françaises. Commission européenne, Monsieur Zemmour, vous êtes tellement un idéologue que vous prenez des décisions à chaque fois en fonction de vos obsessions et contre les intérêts français. Il était de l'intérêt de la France, de ses industries, de voter pour le Fonds européen de défense. Vous êtes contre. Il était de l'intérêt de la France et de ses industries. On ne relance pas. C'est la règle du jeu. D'installer des défenses commerciales, de donner la préférence européenne, de faire un Buy European Act. Je suis pour. Mais non, parce que ça va donner plus de pouvoir à l'échelon européen. Et donc vous allez être contre. Il ne faut pas donner plus de pouvoir à la Commission européenne. Eh bien, merci. C'était le mot de la fin. Ce que vous défendez, c'est une toute petite France hongroise qui sera en train de se prosterner devant des grands empires. Merci pour ce débat. On a essayé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous serez devant Trump. Il reste une question à poser à Raphaël Glucksmann. Merci en tout cas pour ce débat. Merci Éric Zemmour d'avoir débattu avec lui. Merci à vous. Même si parfois on ne peut pas dire que les règles, d'un grand respect de la parole de l'autre, mais de chaque côté ont toujours été respectées. On a essayé. Parfois, vous êtes un peu marché sur les pieds. Mais on a aussi, bien entendu, vos divergences. Mais c'est ça la France et la démocratie en France.